Le style, c'est quelque chose qui prend des années et des années à se former. Moi-même, ça fait 10 ans que j'écris et je suis encore en train d'améliorer mon style. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre aussi longtemps pour voir des effets? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de l'améliorer déjà au moins un peu, là, tout de suite? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Comment on améliore son style rapidement? Alors je pourrais vous donner des conseils et vous laisser vous débrouiller, mais j'aimerais aller quand même un peu plus loin. Donc dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous êtes un débutant complet en écriture, ou alors que vous écrivez déjà depuis un moment mais que vous êtes frustré par votre style, que vous aimeriez qu'il soit meilleur, que vous vous rendez bien compte que vous avez de bonnes idées mais que vous n'arrivez pas à les coucher correctement sur papier. Donc je vais utiliser des exemples concrets avec des vrais textes qu'on va analyser ensemble pour voir ce qui ne va pas, comment on peut l'améliorer et comment vous pourrez réutiliser ça dans vos propres textes. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable d'appliquer directement ce que vous aurez vu ici et que vous voyez des résultats rapidement. J'ai articulé ça en 5 grandes parties pour que vous vous y retrouviez, mais vous allez voir qu'elles sont toutes un petit peu liées. La première chose, et si vous ne deviez vraiment retenir qu'une chose dans cette vidéo, c'est la concision. Alors attention, je fais directement une précision parce que je sais qu'on me fait chaque fois la remarque. Faire concis, ça ne veut pas dire faire court. Ça veut pas dire transformer votre style en un télégramme. Ça veut dire simplement utiliser le moins de mots possible pour dire ce que vous avez à dire. Et vous allez voir qu'en général, dans l'immense majorité des cas, ça renforce le style. Alors je vous ai choisi un premier extrait, et on va le lire une première fois ensemble et essayer de voir déjà ce qui ne va pas. Alors que les gouttes tombant du ciel tombaient rapidement sur eux et sur leur visage depuis l'entame du jour, ils se murèrent dans un temps suspendu, où tous deux scrutaient les mouvements de leur adversaire sans oser faire le premier pas. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Alors la première chose à faire, c'est essayer de voir s'il n'y a pas déjà des idées qui se répètent. Et moi j'en vois au moins une. Quand on dit ici qu'ils se murent dans un temps suspendu, et puis qu'après on dit qu'ils n'osent pas faire le premier pas, on est à chaque fois en train de dire d'une certaine manière qu'ils sont immobiles. Alors on peut y voir certaines nuances, mais je suis pas sûr qu'elles soient vraiment ultra importantes. Donc on pourrait essayer de rassembler ces deux idées en une seule. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on a la précision que les gouttes tombent du ciel depuis l'entame du jour. Est-ce que c'est vraiment super important de savoir qu'elles tombent depuis l'entame du jour? Alors ça dans vos textes évidemment c'est à vous de vous poser la question. Ici, je vais considérer que non, c'est pas super important. Donc, première étape, c'est de couper tout ce qui n'est pas important, tout ce qui ne sert pas le récit. Ensuite, deuxième étape, on va essayer de chasser l'implicite. L'implicite, c'est tout ce qui tombe sous le sens, tout ce qui découle logiquement de ce que vous avez déjà dit. Et le répéter, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, c'est un peu prendre le lecteur pour un con. Donc ici, par exemple, les gouttes qui tombent du ciel sur eux et sur leur visage, on est d'accord que si elles tombent sur leur visage, elles tombent forcément sur eux. Donc le sur eux, là, il sert à rien. Il est implicite. Ensuite, on peut en voir une deuxième forme ici, parce que les gouttes tombant du ciel qui tombaient, bah oui, si elles tombent, c'est qu'elles tombent. Enfin, je sais même pas ce qu'il y a à dire là. En fait, c'est une répétition du même verbe, purement et simplement. Mais ça, on va la chasser autrement, justement avec le troisième point. Une fois qu'on a chassé l'implicite, il faut essayer de voir si on peut pas concentrer certaines phrases, concentrer certains morceaux de phrases. Par exemple, ici, les gouttes tombant du ciel, bah ça porte un nom ça en français, ça s'appelle la pluie. Tomber rapidement, encore une fois, il y a un verbe qui veut dire ça, c'est s'abattre par exemple. Alors il y en a d'autres, mais s'abattre, ça veut dire tomber rapidement. Donc si on remplaçait ça par « alors que la pluie s'abat sur leur visage », on a dit la même chose, mais avec moins de mots. La phrase est plus concentrée, elle est plus puissante. Et ensuite, où tous deux scrutaient les mouvements de leur adversaire. Encore une fois, il y a un verbe pour dire ça en français, c'est se toiser, ou il se toisait. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on voit clairement que dans ce paragraphe, il y a trop de mots pour dire quelque chose d'assez élémentaire finalement. Donc on va essayer de faire une réécriture de ça. Alors vous allez voir que je vais réorganiser certaines parties, mais on va essayer de dire la même chose avec moins de mots en utilisant les 3 techniques qu'on vient de voir. Et voilà la phrase que j'ai écrite. Immobile, le visage ruisselant, il se toisait sous la pluie battante. Alors on pourrait dire que j'ai enlevé un petit peu du sens parce que je ne parle pas du lever du jour, parce que je ne dis pas qu'ils se regardent, qu'ils sont adversaires, des choses comme ça. Mais enfin, il me semble quand même que l'essentiel du sens y est. On a fait beaucoup plus court, beaucoup plus percutant, et vous voyez que la phrase sonne quand même mieux que le paragraphe d'avant. Et on a dit globalement la même chose. Immobile, on utilise un seul mot pour dire qu'il ne bouge pas, qu'il n'ose pas faire le premier pas. Le visage ruisselant, on sait que c'est à cause de la pluie parce que ça vient plus tard, et on comprend que c'est ruisselant d'eau de pluie. Il se toisait, donc il se regarde sans bouger. Sous la pluie battante, c'est les gouttes d'eau qui tombent du ciel et qui tombent rapidement. Donc c'est ça le principe de la concision. Ce n'est pas supprimer du sens, ce n'est pas couper des paragraphes entiers, c'est simplement concentrer au maximum le sens de ce que vous voulez dire, en essayant d'utiliser le moins de mots possible. C'est tout. Et si vous pouvez couper des petits morceaux qui servent à rien, c'est toujours ça de prix. Ensuite, la deuxième partie, ça va être d'essayer d'être précis. Vous allez voir que c'est fortement lié à ce qu'on vient de voir, parce qu'en général, plus on est précis, plus on est concis. Un petit paragraphe pour s'entraîner. Alors celui-ci, c'est un mélange de plusieurs choses que j'ai vues
dans des bêta-lectures. Alors c'est pas des citations de clients qui ont fait appel à moi, hein. C'est moi qui ai simplement réécrit à partir d'exemples que j'ai lus, en mélangeant certaines erreurs que je retrouvais souvent. C'est le genre de paragraphe sur lequel j'aurais vraiment pu tomber dans une bêta-lecture. Donc c'est typique du style qu'on a quand on débute. On le lit une première fois. Au moment où son pied passa des planches du bateau aux planches du ponton, une succession de sons métalliques se fit entendre. Il regarda attentivement l'horizon à la recherche d'un éventuel espion, mais il ne vit rien. Alors ici, on va chercher la précision. Comment on trouve la précision ? Qu'est-ce que ça veut dire la précision déjà ? La précision, c'est le fait d'utiliser le mot juste. Pas une approximation de ce qu'on veut dire, pas une périphrase, pas tricher avec un adverbe ou un adjectif pour éviter d'utiliser le bon mot, non. Le mot exact. Donc là, évidemment, votre meilleur allié, ça sera le dictionnaire des synonymes ou le dictionnaire des analogies. Alors, première chose, essayez de repérer s'il n'y a pas des longues phrases qui peuvent être résumées en un seul mot. C'est un peu comme ce qu'on vient de faire juste au-dessus, finalement. Ici, son pied passa des planches du bateau aux planches du ponton. Bah ça, encore une fois, ça existe en français. Il y a un verbe pour dire tout ça en un seul mot. Je vous laisse essayer d'y réfléchir une seconde. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Allez-y, c'est comme ça que vous allez vous exercer. Ça va, vous avez trouvé ? Bravo à ceux qui ont trouvé le mot juste. Et pour les autres, le verbe c'est débarquer, tout simplement. Au moment où il débarqua. Ça veut dire exactement la même chose. Mais il n'y a pas que ça sur lequel il va falloir s'exercer pour le mot juste. Il y a aussi deux types d'associations qu'on rencontre très souvent. Et là, ça doit devenir des réflexes. Quand vous croisez un verbe suivi d'un adverbe, souvent un adverbe en ment, vous devez chercher s'il n'y a pas un meilleur verbe. Par exemple ici, il regarda attentivement l'horizon. Regarder attentivement en cherchant quelqu'un, encore une fois ça porte un nom en français, je vous laisse mettre pause si vous voulez chercher, mais c'est tout simplement le verbe scruter. Ici c'est sans doute celui qui conviendrait le mieux à la situation. On pourrait dire il observa l'horizon, mais observer c'est encore légèrement à côté. Le mot juste, ça serait scruter. Quand on essaye d'améliorer son style, on n'est pas dans l'approximation, on est dans le mot précis, le mot juste. C'est ça qui va faire la différence. Et le deuxième type d'association, c'est un nom plus un adjectif. Là aussi, ça doit devenir un réflexe. Si vous avez un nom plus un adjectif, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur nom pour dire la même chose ? Par exemple ici, alors j'ai pris un exemple un petit peu plus complexe, mais au moins ça fera plus réel. Une succession de sons métalliques. Un son métallique, ça s'appelle comment en français ? Ça s'appelle un cliquetis. Alors un cliquetis, en fait, ça remplace tout parce qu'un cliquetis, c'est une succession de sons métalliques. Mais voilà ce que vous devez faire. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus précis de dire ce que j'ai envie de dire ? Et dernier exercice pour la route tant qu'on y est, se fit entendre, c'est quelque chose qu'on croise beaucoup dans le style de débutant. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de dire les choses, un moyen un peu plus actif avec un seul verbe ? Encore une fois, je vous laisse mettre pause. Alors là, il y en a plusieurs, mais on pourrait dire retentir tout simplement. Un cliquetis retentit. Donc vous voyez que la précision et la concision, c'est fortement lié, parce que ici, pratiquement tout ce que j'ai fait, ça a réduit la longueur de la phrase. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la version réécrite. Au moment où il débarqua, un cliquetis retentit. Il scruta l'horizon à la recherche d'un éventuel espion, mais il ne vit rien. Vous voyez comme la phrase est plus courte, mais elle est aussi plus percutante. Elle fonctionne mieux. Plus vous allez être concis, plus vous allez être précis, plus votre style aura l'air fort et convaincant. Mais c'est pas tout, parce qu'on peut aller encore un peu plus loin. Peut-être que vous êtes très concis, peut-être que vous êtes très précis, mais que quand vous lisez votre paragraphe, il n'est pas très agréable à lire. Et là, c'est le troisième type de problème, c'est ce que j'appelle des problèmes d'harmonie, c'est-à-dire des problèmes avec la musique des mots. Un exemple pour bien comprendre, regardez ce paragraphe, on va le lire ensemble, et essayez de voir ce qui pose problème. C'était un busard, celui-ci regardait dans tous les sens. L'oiseau m'a vu et s'en est allé vers la porte. Il avait les pattes écartées et les ailes entr'ouvertes. Il m'observait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Le volatile a pris son envol une fois dehors. Il était lourd et mouillé par la pluie. Il a mis du temps à s'élever dans les airs. Vous voyez ce qui se passe ? Bon, je l'ai exagéré un petit peu sur la fin, mais c'est un peu ce que ça fait dans la tête du lecteur en fait. Ici, il y a plusieurs types de problèmes qu'on va voir un à un, mais le premier, je crois que c'est celui qui saute le plus aux yeux, ou plutôt aux oreilles, c'est le fait que les phrases font pratiquement toutes la même longueur. Si vous regardez toutes les phrases de ce paragraphe, on est à peu près à une demi-ligne chacune. Pour qu'un texte soit agréable à lire, il faut varier un peu tout ça. Il faut avoir certaines phrases qui font plusieurs lignes, certaines phrases qui font à peine quelques mots, et il faut varier. C'est important, parce que sinon vous allez tomber dans le monotone. Mais il n'y a pas que ça. Si vous regardez précisément, il y a aussi un autre problème, c'est un problème de structure. En fait, la structure de toutes les phrases est quasiment la même à chaque fois. Par exemple ici, celui-ci regardait dans tous les sens, on a un sujet, on a un verbe, puis on a un complément. Phrase d'après, on a encore un sujet, et puis encore un verbe. Phrase d'après, on a le sujet, on a le verbe.
C'est tout le temps vraiment le même genre de structure. Alors il y a des légères variations, mais ça donne quand même une forte impression de répétition quand on lit ça. Et comment on fait pour varier la structure? Déjà on peut essayer des inversions, on peut essayer de modifier l'ordre des mots pour voir si ça sonne mieux, on peut aussi utiliser des compléments circonstanciels, de lieu, de temps, de manière, on peut les mettre au début de la phrase, au milieu, à la fin. C'est comme ça qu'on varie. Et puis on peut aussi essayer d'explorer un peu les possibilités de la langue française, ajouter une comparaison, pourquoi pas, mais ne pas se cantonner à des phrases sujet, verbe, complément, à la suite l'un de l'autre, parce que c'est vraiment insupportable à lire. Et le troisième problème pour moi, alors celui-là il est un peu plus sujet à controverse, donc vous prenez pas, c'est vous qui voyez, mais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de rédhibitoire dans un style, c'est ce que j'appelle les répétitions déguisées. Si vous regardez bien ici, on a le mot busard, c'est le sujet d'un peu tout le paragraphe. Celui-ci, il remplace le mot busard. Pourquoi est-ce qu'il est là? Uniquement pour ne pas répéter le busard, parce que sinon ça ferait « c'était un busard, le busard regardait ». Donc ça ferait une répétition. Et puis un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a? L'oiseau. Encore une fois, ça remplace le busard. C'est encore une fois un synonyme. Enfin, avant c'était un pronom, ici c'est un synonyme. Et puis un peu plus loin, on a le volatile. Encore un autre synonyme. Et ça, je crois que ça vient de l'école, ce problème-là, où on vous a dit qu'à l'école, quand il y avait une répétition, il fallait utiliser un synonyme pour que ça ne soit plus une répétition. Mais pour moi, c'est toujours une répétition en fait. C'est pas parce que vous utilisez un synonyme que ça n'en est plus une. Ce qu'il faudrait faire, c'est retravailler la structure des phrases pour ne même pas avoir à se répéter du tout. Le problème ici, c'est que toutes les phrases sont construites de la même manière, du coup ça force l'auteur à se répéter. Et pour ne pas redire le busard 50 fois, il doit trouver 50 000 synonymes. Mais c'est quand même des répétitions, c'est pas parce que vous les mettez sous le tapis que ça n'en est plus. Donc voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que bah non, ça va, ça fonctionne, etc. Moi je trouve que c'est pas le cas, et c'est ce que je corrigerais dans ce style. Alors pour cet exemple, j'avoue, j'ai un peu triché. J'ai pris une phrase qui était déjà bonne au niveau de la musique, au niveau de l'harmonie, une phrase de William Faulkner, et je l'ai retravaillée à l'envers pour casser le style justement, pour que vous vous rendiez compte quand il y a un grand auteur qui maîtrise bien l'harmonie, ce qu'on peut faire simplement avec des mots. Donc je vais vous redonner la citation originale de Faulkner, je vais la lire à voix haute, et la première fois, concentrez-vous bien sur l'harmonie, sur la musique des mots, rien d'autre. C'était un busard, il regardait dans tous les sens, et quand il m'a vu, il s'en est allé vers la porte, les pattes écartées, les ailes entr'ouvertes, m'observant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme un vieux bonhomme chauve. Une fois dehors, il a pris son vol. Il lui a fallu volter longtemps avant de pouvoir s'élever dans les airs, tout épais et lourd et gonflé de pluie comme il était. Vous voyez comme ça sonne tout de suite beaucoup mieux? Maintenant, analysons, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a changé? Tout ce que j'ai dit. Déjà, les phrases ne sont plus du tout de la même longueur. Vous voyez qu'ici, on a toujours la courte du début, et puis celle qui suit directement, elle fait plusieurs lignes. Ici, on est pratiquement à 3 lignes. Et puis après, une phrase courte. Vous voyez, il alterne, il varie, il change la longueur. Et puis on a la structure des phrases. Vous voyez qu'ici on a les sujets verbes compléments comme d'habitude, et puis on a un complément circonstanciel de temps, et puis des locutions adjectivales, et puis à la fin on a même une comparaison. Donc vous voyez, il alterne, il utilise tout ce qui est à sa disposition pour varier la phrase, pour lui donner un peu plus de saveur. Phrase d'après, pareil, au lieu de commencer par « il a pris son vol une fois dehors », il inverse et il dit « une fois dehors, il a pris son vol ». C'est tout bête, ça change pratiquement rien, mais dans le rythme d'un paragraphe, ça change tout. Et maintenant qu'il a fait tout ça, qu'il a varié la structure et la longueur, regardez un peu si vous voyez des synonymes. Sa structure est maîtrisée, donc il n'a plus besoin de se répéter. Voilà toute la puissance d'une structure bien maîtrisée. Alors la quatrième partie, c'est tout ce qui touche à l'envie de faire beau, l'envie de faire littéraire, l'envie de se donner une certaine légitimité en fait. Quand on commence à écrire, on a souvent envie d'écrire quelque chose de beau pour faire forte impression et pour convaincre les autres que ce qu'on écrit vaut la peine d'être lu. Sauf qu'en général, cette attitude-là, elle mène vers de gros problèmes, et c'est ce qu'on va voir ici. Voilà un exemple de phrase que j'aurais pu trouver dans une bêta-lecture. La grâce de son âme rayonnait dans le bleu de son existence. Son teint blanc, d'une pureté que la neige aurait jalousée, semblait pareil à la quintessence de la beauté que comportait ce monde. Alors à première vue, on pourrait se dire « Waouh, c'est beau, il y a quelques mots compliqués », sauf qu'en réalité, la majorité des lecteurs, moi y compris, déjà n'a pas compris ce que ça voulait dire, et n'est pas dupe. Ça ne veut rien dire. C'est quelqu'un qui a mis des mots comme ça pour essayer de faire littéraire, mais il n'y a rien derrière, c'est juste un écran de fumée. Et ça, c'est quelque chose que vous devez éviter. En fait, il suffit de vous poser la question à chaque phrase, est-ce que je sais ce que je veux dire? Vous avez le droit d'utiliser des phrases un peu plus lyriques, des mots un peu plus compliqués, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire quelque chose de poétique, mais il faut savoir ce que vous voulez dire derrière. Si vous utilisez simplement des tournures qui font poétique, en vous disant que le lecteur va être impressionné, ça marchera pas. Il vaut toujours mieux être compris qu'admiré. Et là, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le bleu de son existence? Quel rapport avec ce qu'on raconte à côté?
Je suis sûr que si je demandais à un auteur qui aurait écrit une phrase de ce genre-là, qu'est-ce qu'il a voulu dire, il serait pas capable de me répondre. La grâce de son âme. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire concrètement la grâce de son âme? Pourquoi pas sa grâce à elle toute seule? Pourquoi pas elle était gracieuse? Que veut dire cette première phrase? Pas grand-chose en fait. Et puis ensuite, pareil à la quintessence de la beauté que comportait ce monde, moi ce que je comprends c'est qu'elle est belle en fait là-dedans. Pareil, son teint blanc d'une pureté que la neige aurait jalousé, mais quelle exagération, on dirait les textes romantiques d'il y a 2 siècles. C'est emphatique, c'est affecté, c'est exagéré, ça ne fonctionne pas, c'est trop. Parce qu'ici, encore une fois, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a la peau blanche, c'est tout. Et l'auteur aurait pu simplement dire « elle avait la peau blanche ». Mais non, il faut qu'il exagère, qu'il en rajoute, et ça donne l'effet inverse. On trouve ça tellement exagéré que ça en devient grotesque. Moi, si je lis un paragraphe comme ça, je rigole en fait. Je ne me dis pas « waouh, c'est beau », je me dis « mais il en fait des caisses ». Alors là, j'aimerais bien vous proposer un paragraphe de correction, mais en fait, je pense que le problème ici, c'est que ça veut pas dire grand-chose, et que c'est exagéré. Donc à la limite, la meilleure chose qu'on puisse dire, c'est simplement qu'elle est belle, et alors on pourrait avoir une phrase du genre « à peine entrée, elle attira tous les yeux sur elle ». Voilà, ça veut dire la même chose, on n'a pas exagéré, on a bien compris qu'elle était belle. Là, c'est une partie où généralement, quand on se rend compte de ces problèmes-là, il faut beaucoup couper, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. Donc il n'y a pas grand-chose à corriger en fait. Et enfin, la dernière partie, je dirais que c'est des erreurs qui sont plus liées à tout ce qu'on apprend à l'école. C'est un manque de confiance et un manque de liberté. C'est des erreurs qu'on a généralement quand on est vraiment focalisé sur la manière d'écrire qu'on a apprise à l'école et qu'on n'arrive pas à s'en détacher pour écrire de la fiction, du roman, de la littérature. Et encore une fois, j'ai un paragraphe bien concret pour vous montrer ça. Premièrement, cela n'avait jamais été dans ses intentions de le revoir. En effet, elle le croyait loin du château, et ce depuis longtemps. Elle semblait quelque peu surprise de le voir ici. Elle ressentait une sorte de malaise indescriptible. Alors ici, il y a 2 grands types de problèmes. D'abord, dans la première phrase, on a en fait beaucoup de choses qui rappellent l'écriture très scolaire qu'on apprend par exemple quand on fait des dissertations ou des explications de texte. Là, vous avez un premièrement. Ça ressemble vraiment à ce qu'on retrouve dans les différentes parties d'une dissertation. Premièrement, deuxièmement, d'abord, ensuite, puis après justement, on a un cela. C'est quelque chose qui fait très scolaire. Alors, je dis pas que c'est interdit, mais ça devient quand même aujourd'hui une tournure de plus en plus désuète. Je me rappelle encore avoir lu une fois dans une bêta-lecture un dialogue où un personnage disait « cela suffit ». Alors non, aujourd'hui tout le monde dit « ça suffit ». Et si votre personnage est un noble du XIIe siècle, alors il dira « cela en est assez » ou quelque chose comme ça. On peut pas mélanger les répertoires comme ça. Et plus loin, on a la même chose. Le « en effet » là, c'est typiquement le connecteur logique qu'il y a dans les dissertations. En effet, en conséquence. Et puis on a encore un peu plus loin le « et ce », pas naturel du tout, qu'on retrouverait encore une fois beaucoup plus dans un article de journal, dans une tribune ou dans un essai, que dans un roman. Alors attention, je suis pas en train de dire que ces mots sont interdits et que vous devez les bannir de votre vocabulaire, c'est pas ça. Simplement ici, l'accumulation de ces tournures typiquement scolaires donne vraiment un ton qui personnellement me sort de l'histoire. Il faut apprendre un peu à se libérer. Il y a des gens qui disent « ça va » et pas « cela va ». Il y a des phrases qui ne commencent pas par « premièrement, d'abord, ensuite »,« en effet » et « ce », « c'est pourquoi », ça fait trop à la fin. On a l'impression d'être enfermé. Et dans la deuxième phrase, on a un deuxième type d'erreur qui est lié, c'est l'auteur trop prudent, l'auteur qui a peur de dire les choses et qui va utiliser plein de mots pour atténuer ce qu'il dit, de peur qu'on le lui reproche. D'abord, on a le verbe « sembler », qui n'est pas interdit, mais qui est typiquement un verbe de quelque chose qui est, mais qui n'est pas tout à fait, on ne sait pas. Ensuite, le quelque peu, qui vient encore atténuer le fait qu'elle soit surprise. Quelque peu, c'est un peu, mais pas tout à fait, mais pas non plus pas du tout. Encore une fois, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et puis plus loin, elle ressentait une sorte de malaise. C'est pas un malaise, c'est une sorte de malaise, mais j'ai pas pris le temps de vraiment définir lequel c'était, donc débrouille-toi. C'est un peu ça que ça dit. Et puis en plus, alors là, le mot qui ne devrait normalement jamais sortir dans un roman, indescriptible. Indescriptible, je suis désolé, ça veut dire j'ai eu la flemme de chercher le bon mot, alors débrouille-toi. Ça marche aussi avec ineffable. Normalement, ça devrait pas pouvoir sortir dans un roman, ça. C'est à vous de le décrire. Et encore une fois ici, c'est pas interdit de dire une sorte de ou quelque peu, c'est juste que quand vous accumulez ce genre de tournure, on a l'impression que vous êtes en train de vous excuser de dire ce que vous dites. Faut pas avoir peur de dire les choses franchement. Qui vous trouvez le plus convaincant, celui qui est sûr de ce qu'il dit ou celui qui est constamment en train d'atténuer? Je pense que la question elle est vite répondue. Et alors comme d'habitude, je vais vous proposer un paragraphe de correction. Le revoir n'avait jamais été dans ses intentions. Elle le croyait loin du château depuis longtemps. Elle était surprise de le voir ici et ressentait un malaise insupportable. Vous voyez, ici j'ai dit les choses franchement. J'ai viré tous les mots qui faisaient un peu disserte, et j'ai pas eu peur de dire que, voilà, elle ressent un malaise, et ce malaise est insupportable, elle est surprise,
Et vous voyez que la phrase semble quand même plus convaincante et donne plus envie de le lire. Je suis persuadé que si vous appliquez ça dans vos textes, vous allez voir une différence très vite. Maintenant, évidemment, tout ce que j'ai dit ici, ça concerne le style, c'est extrêmement subjectif. Il y a des choses qui vont moins vous parler, c'est pas grave, vous prenez ce qui vous intéresse, vous rejetez le reste. Mais essayez au moins, essayez pour voir si votre style devient meilleur ou pas. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, parce que c'est le genre de vidéo qui typiquement me prend beaucoup plus de temps que les autres, puisque je dois tout organiser de manière logique, trouver des exemples, écrire des propositions de correction, et essayer de m'adapter pour que ça parle au plus grand monde. Donc ça me fait toujours plaisir quand on me dit qu'une vidéo a plu. Et puis surtout, ça me montrera que ça vaut la peine tout ce travail. Si justement vous avez apprécié ce travail, vous pouvez le rétribuer avec un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine.